Je jouais au tennis avant. J'habitais Maisons-Alfort. Désormais j'habite Paris. Et j'habitais Maisons-Alfort et mes sœurs, qui étaient plus âgées que moi, jouaient au basket, mais à Charenton. Et je me suis toujours dit quand j'étais petit, c'est pas possible que j'aille jouer à Charenton puisque moi j'habite à Maisons-Alfort. Et il se trouve qu'il y a un président de club qui a réussi à l'époque à rentrer dans les classes de primaire et qui nous a donné des tracts. Et donc je suis allé au club de Maisons-Alfort qui était beaucoup plus loin que le club de Charenton qui était juste à côté de chez moi. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Je faisais un sport individuel avec le tennis et j'ai dû faire un choix parce que mes parents voulaient que je fasse que ce sport. Je me suis vraiment éclaté, vraiment éclaté sur les premiers entraînements. Je crois que c'était en dernière année Poussin ou première année Benjamin. Je me suis mis au basket, j'ai adoré ça, j'ai adoré le côté collectif, le jeu ensemble. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait marquer pour être un petit peu estimé, mais j'étais vraiment quelqu'un plutôt très défenseur. Voilà. Et c'est venu comme ça, et j'ai eu 2 clubs dans ma vie. Le club de Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne, et puis mon deuxième club c'est Charenton à mes 17 ans à peu près. Donc j'ai pratiquement fait 10-12 ans dans un club à Maisons-Alfort, à la SLMA, et ensuite derrière je suis parti à la Saint-Charles pour jouer d'abord, puis pour entraîner, puis je suis devenu dirigeant et je suis devenu arbitre. Ça a été un peu tout le parcours. Ce qui explique aussi ma passion, c'est que je pense que mes sœurs aussi m'ont transmis cette volonté de jouer ensemble, ce côté un peu collectif. J'ai quelques vagues souvenirs où elles revenaient en pleurs de défaites et parfois joyeuses de certaines victoires. Donc je pense que ça aussi, ça a aidé à ma passion du basket. Alors, l'arbitrage, je crois que j'étais pas forcément prédestiné à faire de l'arbitrage, mais il se trouve que j'aimais bien, on va dire, organiser les choses. Et il se trouve qu'à un moment donné, comme dans tous les clubs, on manque d'arbitres. Et à un moment donné, l'entraîneur m'a demandé d'arbitrer. Je ne connaissais pas grand-chose, mais voilà, j'ai réussi à peut-être, je dirais, sensibiliser, ou en tout cas, l'entraîneur a trouvé que c'était pas mal, ce que j'avais fait avec peut-être un marché, une sortie de balle et peut-être une faute. Et ensuite, derrière, il a parlé à un formateur d'arbitre qui s'appelait M. Saraoui, voilà, qui est toujours un peu dans le giron du Val-de-Marne, et qui m'a pris un peu sous son aile, qui était arbitre championnat de France à l'époque, et qui m'a dit viens, je vais te former. J'ai suivi une formation départementale, mais j'ai aussi suivi une formation au sein du club. Et je suis devenu arbitre et voilà, et ça m'a bien plu. J'ai passé mes diplômes départementaux, régionaux. Et puis ensuite, j'ai eu un petit parcours un peu chaotique où j'ai arrêté l'arbitrage et j'ai repris quelques années après. J'entraînais un peu plus, j'avais un peu moins le temps pour arbitrer, mais voilà. Donc c'est venu je pense, de cette envie de peut-être à l'époque d'organiser un peu les choses. Voilà. Il fallait que les choses soient organisées, il fallait que ça soit fait, il fallait arbitrer, donc j'ai arbitré et ça m'a plu. Voilà. La notion de famille, Île-de-France, elle m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Je pense qu'elle est venue au fil du temps et au fil des années. Et ça, c'est important parce que quand on parle de famille, on est quand même très content de se retrouver entre arbitres franciliens, entre familles de gens qui ont vécu les mêmes galères de déplacement en banlieue, de galères de transport en commun, de salles plus ou moins chaudes, avec quelques histoires des banlieues et de derbys régionaux. Voilà, tout ça, ça fait partie de ma culture Île-de-France. Et le fait qu'on puisse, avec la Ligue, de temps en temps se retrouver, soit sur des rassemblements organisés par la Ligue ou par la CRO ou par d'autres événements, c'est des moments importants où, dans une région très vaste, puisqu'on est assez éloignés les uns des autres, on réussisse, grâce à l'instance, à se réunir. Et ça, c'est important parce que c'est des choses qui nous rapportent du réconfort et je dirais un petit peu de sérénité par rapport à notre activité d'arbitre. L'entourage, il ne comprend pas toujours ce qu'on fait. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est très liés dans la famille arbitre. C'est parce qu'on est aussi un peu seul dans l'activité. Donc quand on se retrouve entre arbitres, on est assez content, puis on ressent un peu les mêmes choses. Et la famille, c'est la même chose. La famille, il y a 2 questions qui se posent par rapport à l'arbitrage. C'est quoi ton truc? On ne comprend pas bien là, ton truc d'arbitrage. C'est sympathique, mais enfin bon, ça prend quand même pas mal de temps. Et en effet, c'est très chronophage. Ça prend énormément de temps parce que plus on monte dans les divisions,
plus ça prend de temps de préparation, d'organisation, de déplacement, voilà, et de faire en sorte que notre arbitrage soit à un niveau professionnel, ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça prend du temps, et on y trouve du plaisir également, mais en tout cas, les gens qui ne font pas partie de cette famille, qui ne comprennent pas bien l'arbitrage, ont un œil plutôt distant et ne comprennent pas bien ce qui se passe là ce week-end. Pourquoi tu n'es pas là tous les week-ends? Pourquoi tu pars le samedi matin et tu reviens que le dimanche après-midi? Et encore, moi j'aime beaucoup les choses qui sont carrées. Donc j'aime bien arriver à la salle, aller directement au vestiaire et déposer ma valise. Une fois que j'ai déposé mon manteau, ma veste et la valise, c'est aller dans la salle. C'est saluer les gens, saluer le gardien, saluer les bénévoles, aller voir peut-être le match espoir qui est juste avant, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, sentir un peu l'atmosphère, voir un petit peu comment ça se passe, voir le terrain, voir l'éclairage, que nos yeux s'habituent à l'éclairage. Ça aussi, on a peut-être été dans le noir, on a peut-être été peut-être dans le train, etc. Tout ça, c'est prendre des repères visuels, également sentir un petit peu l'atmosphère, saluer les gens, essayer d'envoyer des ondes un peu positives, parce qu'on est toujours l'arbitre avec la valise, hein, on pourrait être peut-être agent de sécurité aussi, c'est pas le cas, on est arbitre et donc il y a un peu d'humain à donner avant la rencontre. Et ça aussi, c'est ces petits moments-là, juste avant qu'on aille s'enfermer dans le vestiaire et se reconcentrer sur la partie. Je pense que c'est ces moments-là qui m'aident un petit peu, c'est un peu une sorte de rituel. Aller dans la salle. Après, quand on n'a pas le temps, ben, on ne le fait pas. Et si on a le temps, poser la valise, aller sentir un petit peu ce qui se passe et ensuite repartir dans le vestiaire. Ça, j'aime bien. Ma première réaction, c'est de dire que les arbitres sont toujours meilleurs après les situations lorsqu'ils regardent les matchs à la vidéo. Donc on est souvent très bon après quand on regarde les situations à la vidéo en disant mais bien sûr, il fallait faire ça. Et sur le moment, c'est jamais évident. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit souvent que quand le chrono est arrêté, on a la possibilité de faire beaucoup de choses. Une fois que le chrono est arrêté, et c'est vrai, c'est là le cas, on a le temps de prendre le temps. Voilà, on a le temps de prendre le temps pour faire les choses correctement. Et le règlement nous donne des indications en plus, de pouvoir s'écarter, de pouvoir mettre un coup de sifflet, reprendre le ballon, indiquer aux joueurs jusqu'où ils ont le droit d'aller, et notamment Ginobili, lui dire de reculer. S'il n'y a pas la possibilité aux joueurs de reculer, le règlement dit qu'on a le droit de faire reculer le joueur d'1 ou 2 mètres pour pouvoir faire la touche correctement. Et donc après, il y a le suraccident. C'est ce qui se passe. Vu qu'on n'a pas fait la première action, eh bien, il y a la deuxième action avec le joueur qui se dégage, qui traverse cette ligne imaginaire qui est ce filet imaginaire qui est de la ligne de touche et qui va siffler. Et je dis souvent que si j'avais pas fait bien la chose au départ, j'aurais été très embêté pour siffler une faute aux joueurs. J'aurais sûrement donné un coup de sifflet, repris le ballon et refait la scène depuis le départ. J'aurais dit allez, on reprend les choses correctement, j'ai voulu laisser jouer, c'est pas possible, il a poussé, on va pas siffler de faute, on va reprendre le ballon, on va calmer les gens, on va faire reculer Ginobili et on va pouvoir faire une touche correcte. Comment on essaye de gérer, je dirais, la critique, qu'elle vienne du public ou du coach. Je dirais que celle du public, on essaie de l'ignorer, mais ça fait partie un petit peu de... Moi, ce que j'aime bien quand le public est vivant, c'est que ça nous oblige à nous concentrer encore plus. Je ne dis pas qu'on n'est pas concentré, je dis que ça nous oblige à encore plus de concentration. Ça nous oblige à encore plus fermer les oreilles pour se concentrer sur le jeu. Ensuite, la partie coach, c'est un petit peu différent. Il y a une partie réglementaire qui nous permet de gérer le coach, mais ça fait aussi partie voilà, de notre expérience. Quand on a des coachs qui ont de l'expérience et en qui on a confiance, on sait que lorsqu'ils interviennent, s'ils n'interviennent pas à tout bout de champ, on sait que lorsqu'ils interviennent, c'est souvent juste. Après, il peut y avoir souvent de la mauvaise foi, donc dans le public aussi. Donc on fait aussi la part des choses. Voilà. Un peu de la mauvaise foi parce qu'un coach, il a que pour une seule chose, gagner à tout prix. Voilà. Nous, on n'est pas là pour ça. De temps en temps, nos dialogues ne sont pas toujours évidents. Mais je préfère, je pense, que la bronca vienne de la salle. Il y a toujours un côté motivant à ça. Unbelievable video from a pro basketball game in Uruguay Monday night. The end result from what you are about to see, a referee faces potentially life-threatening injuries and a player has been banned from
playing in his league for life. Ellis Bowling, unhappy with the call made by referee Fabio Blumenblatt, punches the official and knocks him out. Blumenblatt was unconscious for 3 hours and had to undergo emergency surgery to save the vision in his left eye. Blumenblatt also suffered a dislocated jaw and fractured jaw. As for Bowling, who plays for a team in Argentina, he has been suspended for life from the league and faces a civil action lawsuit. And that is unbelievable. Alors, par le passé, ça m'est déjà arrivé d'être dans une situation absolument pas similaire, mais des situations où je ne me sentais pas en sécurité avec cette tenue officielle d'arbitre. Voilà. Ça m'est arrivé. Je crois que ça m'a jamais fait douter, parce que je pense que j'avais eu des expériences avant qui étaient plutôt heureuses. Voilà. Et donc le fait que les expériences aient été heureuses avant, ça ne m'a pas gâché le reste. Clairement, ce sont des situations qui peuvent arriver à n'importe quel niveau. C'est peut-être en foot, mais peut-être aussi en basket. Ça peut arriver que des joueurs dégoupillent, qu'une situation dégénère. Ce sont souvent des contextes. C'est des choses auxquelles il faut se préparer, voilà, d'une part, mais il ne faut pas que ça nous prenne la tête. Voilà. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on ait tout le temps en tête. Moi, j'ai tendance à dire quand même dans ce type de situation, il y a des éléments précurseurs et d'alerte avant qu'on arrive à une situation aussi extrême. Et ces éléments-là, il faut les analyser, il faut être en capacité à sentir les choses venir. Je ne dis pas que c'est ce qui a été sur le cas là, mais en tout cas, si on n'est plus dans les conditions pour bien arbitrer, ou pour arbitrer normalement, alors il ne faut pas continuer la partie. Alors ça m'est arrivé en Île-de-France, ça m'est arrivé dans un club qui était dans le 78, qui n'existe plus à ma connaissance, où en effet, j'ai été menacé, je vais dire physiquement, où on a menacé également de s'en prendre à ma voiture, qui avait été repérée, alors que j'étais arrivé très en avance. Bon, il se trouve que dans ces cas-là, on perd un petit peu, je dirais, la notion de justesse dans notre arbitrage. Je pense qu'on n'a qu'une envie, c'est que le match se termine rapidement. Et je ne suis plus retourné. J'ai indiqué à l'instance de l'Île-de-France qu'on ne pouvait plus arbitrer dans des conditions normales d'arbitrage. La Ligue d'Île-de-France a fait ce qu'elle avait à faire et elle a compris qu'on ne pouvait pas. Je pense qu'il faut des conditions pour pouvoir arbitrer. Il faut des joueurs qui ont envie de jouer, des entraîneurs qui ont envie d'encadrer et d'entraîner leur équipe. Voilà, un public qui est venu voir un sport ou un spectacle, mais c'est pas l'arène. Voilà. Et il faut que les conditions soient en effet réunies pour pouvoir faire les choses correctement. Voilà. Il s'est arrivé à plusieurs reprises, on va dire 3-4 fois, c'est à la marche sur tous les matchs que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé l'arbitrage, 3-4 fois où en effet je ne me suis pas senti en sécurité. Il y a un match ou deux que je n'ai pas terminé en tant qu'arbitre, j'ai dit bon là on arrête, on ne va pas plus loin, ce n'est plus possible, il n'y a plus les conditions, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, pour pouvoir continuer. Mais c'est comme ça, il faut savoir aussi à un moment donné se mettre en retrait et accepter que les choses ne peuvent pas aller à leur bout, même si on a fait le maximum pour que ça aille au bout. Voilà, c'est comme ça. C'est partout pareil. Il faut juste que ça se reproduise pas trop. Voilà. Moi, clairement, à mon niveau, un souhait, ce serait d'arbitrer une finale du championnat de France, de Pro A. Voilà. J'ai arbitré une finale du championnat de France de Pro B, une finale d'accession. Voilà. J'ai trouvé ça extra. J'aimerais, voilà, avant la fin de ma carrière, arbitrer une finale du championnat de France de Pro A. Une manche. Voilà. Ça, c'est mon rêve. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais je ne serais pas déçu. Mais c'est vrai que j'aimerais bien ce petit truc-là à la fin. Mais pas pour service rendu, hein, parce que je le mériterais. Ça, c'est important. Arbitre, c'est une fonction très noble, déjà. C'est une fonction très noble, c'est une fonction qui est reconnue, et c'est une fonction nécessaire, obligatoire pour pouvoir jouer des matchs. Donc il y a vraiment, je dirais, on fait partie du jeu. Slogan qu'on a déjà entendu, mais on fait vraiment partie du jeu. Et ensuite, je trouve que ce qui est d'agréable dans l'arbitrage, c'est qu'il y a un challenge permanent. Réussir à chaque fois à performer, à être bon, à essayer d'être le mieux placé pour le mieux juger possible. Ça, je trouve ça extraordinaire, d'avoir à chaque match un challenge
et de bien terminer. Il y a une sorte de... C'est comme si on montait sur scène. Donc il y a un côté vraiment de motivation pour réussir. Et je trouve que dans sa construction personnelle, être en capacité de se dire je vais essayer là, je vais essayer d'être performant, d'être meilleur, d'être très bon, d'être excellent. Ben, je trouve que ça c'est très motivant quand on est arbitre. Voilà, donc pour ceux qui hésitent encore, essayez, et vous allez voir, il y a ce côté un petit peu de défi à soi-même qui est vraiment très excitant. Mon surnom, alors j'en ai plusieurs, mais alors Fab, c'est souvent celui qu'on me dit, Fabulous Fab. Mais ça c'est pas très humble, mais Fab. J'ai eu la chance d'aller au Japon, je veux absolument y retourner. Le Japon, c'est un truc Tokyo incroyable. Ça c'est une bonne question. Ça va me faire plaisir à mon collègue de travail dans le 77 parce qu'il y a des parkings à côté des gymnases pour pouvoir regarder la voiture. Voilà, tout simplement. Je suis nul en cuisine, nul. Alors du coup, je commande sur internet. Par contre, j'ai toujours des bonnes bouteilles de vin à la maison et du champagne au frais. Donc ça, c'est un principe que j'ai de base. C'est champagne au frais et des bonnes bouteilles de vin. Je vais pas beaucoup cuisiner. On va sûrement commander quelque chose, soit sur un service, Foodora, etc., soit Pizza Hut. Mais il y aura toujours un bon truc à voir. Un week-end sans match, ben, je vais voir un match de basket, c'est clair, je vais dans mon club. Non, je vais dans mon club, ils vont enfin voir qui c'est le président au week-end, je suis jamais là. La devise, on peut toujours faire mieux. J'imite bien Jacques Chirac. J'ai décidé de parler un petit peu d'arbitrage avec mes amis d'Île-de-France. Voilà. Non, c'est juste ça, c'est un peu caché. Alors ça c'est très simple. Pas qu'un, il y en a 3, ça a toujours été depuis 12-13 ans, voilà. Je voulais absolument avoir la détente de Michael Jordan, je voulais absolument avoir les passes de Magic Johnson, et je voulais absolument avoir l'adresse de Larry Bird. Je voulais, donc c'est pour les vieux, pour les jeunes, ça peut rien vous dire, mais pour moi ça veut tout dire, voilà, je voulais absolument ces 3 talents-là. Et j'ai pensé très longtemps que ces 3 talents, j'allais les avoir. Très clairement, je les ai pas eus. Je crois, alors pas pour son physique, mais pour son timbre de voix, je crois que c'est Barry White. Ouais, j'aime bien. Ça fait très old school, très vintage, mais Barry White, quand il se chante, il y a un truc qui se passe. Que ça soit dans le casque ou dans une salle, les gens écoutent. Voilà. Ouais, j'aimerais vraiment me poser et pouvoir discuter avec Magic Johnson. Parce que son parcours est absolument incroyable. Entre sa vie, sa maladie, la manière dont il a géré sa carrière, ouais, c'est un bonhomme. Je trouve qu'il y a quelque chose. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de réseau, je prendrai mon téléphone. Il faut que j'ai mon téléphone. Je préfère un public qui cite mes décisions. Parce que le public, c'est clair, il n'y a qu'une envie, c'est de voir son équipe gagner. Donc il y a absolument de mauvaise foi. Donc non, je préfère quand même que le public me siffle. Voilà. C'est une sorte de reconnaissance. Surtout quand il crie ton nom. Voilà, quand le public crie ton nom, c'est que tu es reconnu. C'est nettement moins dangereux de perdre son sifflet. Donc je préfère se faire écraser par Shaquille O'Neal, c'est horrible. On peut mourir. Ah non, je préfère perdre mon sifflet. Je sifflerai avec les doigts. Ah non, ça m'a fait très plaisir de faire l'interview pour l'équipe de France. C'est très très bien. Alors, je préfère faire cette interview. Arbitrer un match, ça demande beaucoup de préparation, de l'entraînement physique. J'ai bien aimé là.